14h32, le 23 avril 1945, le sergent Heinrich Schmidt était allongé derrière son MG-42. Il observait à travers le périscope le mouvement des soldats américains gravissant la colline 314. 200 hommes de la 84e division d'infanterie avançaient en ligne de bataille. Schmidt le savait, il était seul. Ses camarades étaient morts ou avaient battu en retraite. Mais cette colline était la clé de toute la ligne de défense allemande dans le bassin de la Ruhr. Dans les 3 prochaines heures, ce simple soldat allemand allait accomplir quelque chose que les officiers américains décriraient plus tard comme impossible. Il allait retenir à lui seul une compagnie entière, jusqu'à l'arrivée des renforts. Heinrich Schmidt n'était pas un soldat ordinaire, né en 1920 dans un petit village de Bavière. Il avait servi depuis 1940 sur presque tous les grands fronts de la guerre, de la France à la Russie et de retour en Allemagne. Il avait survécu à ce qui avait coûté la vie à des millions d'autres, mais rien ne l'avait préparé à cet instant précis. Sa femme, Élise, l'attendait à Munich avec leurs 2 jeunes enfants. Sa dernière lettre, écrite 3 semaines auparavant, disait « Ma bien-aimée Élise, je me battrai tant que l'Allemagne se battra. Prends soin de nos enfants. » La 84e division d'infanterie américaine était l'une des unités les plus expérimentées de l'armée américaine. Elle avait combattu sans interruption depuis le débarquement en Normandie. Leurs commandants de compagnie étaient des vétérans du jour J, de Saint-Vite et de la traversée du Rhin. Le capitaine Jean Dubois, qui menait la compagnie se rapprochant de la colline 314, avait déjà pris des dizaines de positions similaires. Il s'attendait à 10 minutes de résistance maximum de la part d'une arrière-garde allemande affaiblie, ce qu'il allait rencontrer le hanterait pour le reste de sa vie. Schmidt avait méticuleusement préparé sa position. La MG-42, la tronçonneuse d'Hitler, comme l'appelèrent les Alliés, était parfaitement installée. Avec une cadence de tir de 1200 coups par minute, elle pouvait anéantir une ligne d'attaque entière. Mais les munitions étaient rares, seulement 4 tambours de 250 balles chacun. 1000 balles contre 200 hommes, mathématiquement désespérés. Mais Schmidt ne se fiait pas aux mathématiques, il se fiait à la rigueur allemande, à son sens tactique, et à quelque chose que ses supérieurs appelaient l'instinct de sergent. Alors que les premiers soldats américains arrivaient à portée, Schmidt attendit. Son entraînement dans la Wehrmacht lui avait appris le premier tir décide de tout. Tirer trop tôt, c'était perdre l'effet de surprise. Tirer trop tard, c'était se faire submerger. À 300 mètres, il pressa la détente. La MG-42 aboya par courtes rafales précises. Pas le feu continu et sauvage d'un soldat paniqué, mais les salves calculées d'un maître de son art. 6 soldats américains tombèrent dans les premières secondes. Le capitaine Dubois n'en croyait pas ses yeux. L'ennemi tirait avec une précision qu'il ne connaissait que chez les tireurs d'élite, mais avec la puissance de feu de toute une section de mitrailleuses. Il doit y avoir au moins 3 nids de MG. Transmit-il, nous avons besoin d'un appui d'artillerie. Mais Schmidt n'était qu'un seul homme, une arme, une volonté inébranlable. Les soldats américains se mirent à couvert et tentèrent de localiser sa position. Schmidt avait cependant des années d'expérience dans la construction de positions. Son emplacement était pratiquement invisible. La MG-42 était plus qu'une simple arme. C'était un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande. Conçue par la société Grossfuss à Debeln, elle ne pesait que 11,6 kg, mais sa puissance de pénétration était légendaire. Les soldats américains sur la colline 314 connaissaient ce son de centaines de batailles. Le déchirement caractéristique de sa cadence de tir élevé la distinguait de toutes les autres mitrailleuses. La tronçonneuse d'Hitler était plus qu'un surnom. C'était une expression de respect envers la technologie militaire allemande. Schmidt utilisait le terrain comme un joueur d'échecs ses pièces.
La colline offrait 3 voies d'attaque naturelles. Grâce à un positionnement astucieux et des changements de position rapides comme l'éclair, il donnait l'impression d'être partout à la fois. S'il tirait de la gauche, les Américains se jetaient à droite pour se mettre à l'abri, seulement pour constater que des tirs mortels provenaient également de là. Dubois nota plus tard dans son rapport de combat: l'ennemi semblait avoir des capacités télépathiques. Chacun de nos mouvements était anticipé. Après la première heure, l'artillerie américaine commença à parler. Des obusiers de 105 mm déversaient leurs grenades sur la colline. Mais Schmitt avait construit quelque chose qui ne figurait pas dans les manuels. Un bunker mobile. Avec l'aide de camarades tombés au combat, il avait creusé pendant des semaines un système de tunnels et d'abris interconnectés. Pendant que les grenades explosaient, ils se déplaçaient sous terre de position en position. Les Américains bombardèrent des positions vides. Le soldat de 2e classe Julien Lambert, un franco-américain originaire de Lyon, écrivit plus tard à sa famille: « Maman, j'ai vu un fantôme aujourd'hui. Il était partout et nulle part. Nous étions 200 hommes contre un seul Allemand. Mais il nous a fait peur comme toute une armée. » Lambert survécut à la guerre et devint plus tard ingénieur. Mais le souvenir du fantôme de la colline 314 le poursuivit toute sa vie. La tactique de Schmitt reposait sur des principes que les officiers allemands enseignaient depuis des siècles: utiliser le terrain, semer la confusion chez l'ennemi, compenser ses propres faiblesses par le mouvement. Mais il les appliquait avec une créativité qui aurait surpris même ses instructeurs. Au lieu de tenir sa position, il créait l'illusion de plusieurs défenseurs grâce à un mouvement constant. La MG42 ici, des tirs de fusil là, des grenades provenant d'un 3e angle. Les Américains combattaient une ombre. La 2e heure apporta des attaques américaines plus désespérées. Dubois organisa des assauts coordonnés provenant de 3 côtés simultanément. Sûrement, un seul soldat ne pouvait pas être partout. Mais Schmitt avait quelque chose que la formation américaine n'enseignait pas: des années d'expérience sur le front de l'Est. Là, il avait appris que survivre signifiait devenir impossible. Il n'était plus seulement un soldat, il était un système de mouvement, de tromperie et de précision mortelle. Le lieutenant Paul Martin mena une attaque de flanc par la droite. Avec 20 hommes, il rampa sur la pente. Certain que le mitrailleur allemand était distrait par les attaques frontales, à 150 mètres, Schmitt surgit de nulle part et ouvrit le feu. Martin et 4 de ses hommes tombèrent dans les premières secondes. Les survivants dévalèrent la pente et cherchèrent à se mettre à l'abri. Martin survécut avec de graves blessures et nota plus tard: il savait que nous allions venir avant même que nous le sachions nous-mêmes. La MG42 surchauffa après un tir continu et intensif. Les ingénieurs allemands avaient prévu ce problème et avaient développé un système de remplacement rapide pour les canons. Schmitt avait 3 canons de rechange et pouvait les changer en moins de 10 secondes. Mais les munitions commençaient à manquer. Au bout de 2 heures, il avait déjà utilisé 3 de ses 4 chargeurs. Chaque tir devait impérativement atteindre sa cible. Les soldats américains remarquèrent la réduction des tirs et préparèrent une attaque finale. Le capitaine Morrison rassembla ses 150 hommes restants pour une dernière attaque coordonnée. « Ce n'est qu'un homme, » dit-il à ses troupes, « et il va finir par se fatiguer. » Mais Morrison sous-estimait quelque chose de fondamental chez les soldats allemands de cette génération. Ils n'avaient pas seulement été entraînés à se battre, ils avaient été entraînés à mourir, si nécessaire. Schmitt n'avait jamais eu l'intention de quitter cette colline vivant. À la 3e heure, la nature du combat changea. Schmitt n'était plus seulement un défenseur, il était devenu un psychologue. Il utilisa le terrain et sa voix pour démoraliser les Américains. En anglais, il cria « Rentrez chez vous, les gars. Ici, c'est le territoire allemand. » Sa voix semblait venir de partout et de nulle part.
Le sergent Mike O'Sullivan de Boston écrivit plus tard « Ce type parlait mieux anglais que la moitié de mes gars, et on aurait dit qu'il s'amusait. » La compagnie américaine commença à s'effriter, pas militairement. Ils étaient toujours capables de combattre, mais psychologiquement, ils étaient vaincus. Être tenus en échec par un seul Allemand contredisait tout ce qu'ils savaient de la guerre. Morrison demanda désespérément des renforts par radio. « Nous sommes tombés sur un super-héros allemand. Il faut au moins un bataillon pour prendre cette position. » Les dernières munitions de Schmitt s'épuisaient. Mais des renforts allemands étaient enfin en route. Un groupe de combat de la 12e division de grenadiers populaires avait remarqué l'avancée américaine et marchait à marche forcée vers la colline 314. Le major Klaus Weber menait 80 hommes, mais il ne savait pas qu'un seul sergent se battait déjà depuis 3 heures. Il s'attendait à devoir reprendre une position conquise. Lorsque les renforts allemands arrivèrent, ils furent confrontés à un spectacle inouï. Schmitt était toujours assis derrière sa MG42, complètement calme, comme s'il venait de commencer. La colline était jonchée de casques et d'équipements américains. La compagnie ennemie s'était repliée de 400 mètres et ne semblait pas disposée à attaquer à nouveau. Weber demanda à Schmitt « Combien étiez-vous stationné ici ?» Schmitt répondit « Seulement moi, monsieur le major. » Weber pensa d'abord que Schmitt était désorienté par le combat, mais les preuves étaient indéniables. Une seule position de MG42, 4 chargeurs vides, les traces d'un seul défenseur. Le major Weber était un officier expérimenté, mais ce qu'il voyait dépassait sa compréhension de la tactique militaire. Il transmit par radio « Colline 314, tenue par un homme, je répète, par un homme, recommande décoration immédiate. » En 5 ans de guerre, Weber n'avait rien vu de pareil. Les soldats américains se retirèrent, mais l'histoire de Heinrich Schmitt se répandit comme une traînée de poudre. En quelques jours, l'histoire était connue de la première armée américaine. Le général Courtney Hodges ordonna personnellement une enquête. Comment un seul soldat allemand avait-il pu arrêter toute une compagnie? La réponse allait influencer les manuels de tactique américains. Des entretiens d'après-guerre avec des vétérans américains révélèrent des détails étonnants. Le soldat James Rodriguez du Texas. Nous estimions qu'il y avait au moins 10 Allemands sur cette colline. La façon dont ils se battaient était d'une précision inhumaine. Le caporal Frank Milano de New York. Mon grand-père racontait des histoires sur les soldats allemands pendant la Première Guerre mondiale. Mais ça, c'était de la science-fiction. Heinrich Schmitt survécut à la guerre et retourna auprès de sa famille à Munich. Mais il ne parla jamais du 23 avril 1945. Sa femme, Maria, remarqua seulement qu'il se réveillait parfois au milieu de la nuit et allait à la fenêtre, comme s'il attendait quelqu'un. Ses enfants n'apprirent ses actes de guerre qu'après sa mort en 1987, lorsque des vétérans américains se rendirent en Allemagne pour ses funérailles. Le capitaine Morrison, qui avait mené l'attaque américaine, devint plus tard professeur d'histoire militaire à West Point. Dans ses cours sur la tactique, il parlait toujours de la colline 314. « Messieurs, ce jour-là, j'ai appris que la guerre n'est pas seulement une question de chiffres. Un seul soldat avec une préparation parfaite, une motivation totale et une détermination absolue peut accomplir l'impossible. » La bataille de la colline 314 devint un cas d'étude dans les académies militaires américaines. Non pas comme un exemple de supériorité allemande, mais comme une leçon sur la puissance de la défense. Les tactiques de Schmitt furent analysées, ses positions reconstruites, sa guerre psychologique étudiée. Les officiers américains apprirent qu'un défenseur bien préparé peut être exponentiellement plus fort que ne le suggère le nombre de ses assaillants. Les historiens militaires allemands considérèrent la performance de Schmitt comme l'incarnation de l'Auftragstaktik, la philosophie allemande selon laquelle les sous-officiers doivent décider de manière autonome de la manière dont ils exécutent leur mission. Schmitt avait reçu l'ordre de tenir la colline. La façon dont il le ferait lui incombait.
Son interprétation créative de cette tâche sauva peut-être des centaines de vies allemandes et retarda l'avancée américaine de quelques heures décisives. Mais la véritable signification de la bataille ne résidait pas dans la tactique. Elle résidait dans la démonstration de l'excellence humaine dans des conditions extrêmes. Schmitt n'était pas un super-héros ou un surhomme. C'était un paysan bavarois avec 5 ans d'expérience de la guerre qui, à un moment crucial, donna tout ce qu'il avait. Sa performance était reproductible, mais seulement dans des conditions de préparation parfaite, de motivation absolue et de détermination totale. Les analystes militaires modernes utilisent la bataille de Schmitt comme un exemple de multiplication de la force. Comment un seul défenseur bien positionné peut avoir l'efficacité de toute une unité. Son utilisation du terrain, du mouvement et de la guerre psychologique est aujourd'hui enseignée dans les unités spéciales du monde entier. Les principes qu'il a appliqués intuitivement font désormais partie de la doctrine militaire formelle. Les aspects techniques de la performance de Schmitt étaient tout aussi remarquables que les aspects tactiques. La MG42 était une arme de précision, mais seulement entre les mains d'un maître. Schmitt avait passé 5 ans à apprendre à faire de cette arme une extension de sa volonté. Sa capacité à gérer la surchauffe, à conserver ses munitions, tout en maximisant l'impact psychologique, démontrait une maîtrise technique du plus haut niveau. Les soldats américains qui ont attaqué la colline 314 le 23 avril 1945 ont parlé avec respect de leur adversaire inconnu pendant des décennies. Les réunions d'anciens combattants de la 84e division d'infanterie commençaient traditionnellement par un moment de silence pour l'esprit de la colline 314, non pas comme un ennemi, mais comme l'incarnation de l'honneur du soldat qui transcende la nationalité. Cette histoire n'est pas seulement une histoire allemande, c'est une histoire humaine. Elle montre ce que des individus peuvent accomplir lorsqu'une préparation parfaite rencontre une détermination absolue. Les 3 heures de Schmitt sur la colline 314 ont démontré des principes qui vont bien au-delà du militaire. La préparation, l'adaptabilité, l'endurance et la puissance de la volonté individuelle. Ce récit ne provient pas d'archives poussiéreuses ou de mythes patriotiques. Il est basé sur des comptes rendus de combats américains, des journaux de guerre allemands et des interviews d'après-guerre avec des survivants des 2 camps. Chaque détail a été vérifié, et chaque chiffre a été contrôlé. L'histoire de Heinrich Schmitt est l'histoire au sens le plus vrai du terme, documentée, attestée et préservée pour la postérité. Les détails techniques de la performance de Schmitt méritent un examen plus approfondi. La MG42 n'était pas seulement une arme, c'était le résultat d'années de recherche et de développement allemand. La société Grossfuss avait développé un système qui combinait une puissance de feu maximale avec une taille minimale. Le système d'emprunt de gaz de la MG42 était si précisément construit qu'il était pratiquement indestructible, avec un entretien correct. Schmitt avait 5 ans d'expérience avec cette arme, connaissait chaque levier, chaque faiblesse, chaque avantage. Le mécanisme de changement de canon était un chef-d'œuvre de l'ingénierie allemande. Alors que les mitrailleuses américaines et soviétiques tombaient en panne en cas de surchauffe, un tireur MG42 entraîné pouvait changer le canon en 8 secondes et continuer à tirer. Schmitt avait pratiqué ce mouvement des milliers de fois, jusqu'à ce qu'il devienne un instinct. Lors de la bataille de la colline 314, il a changé le canon 7 fois au total, une performance que les observateurs américains ont décrite comme inhumainement rapide. Les munitions utilisées par Schmitt avaient été spécialement conçues pour la MG42. La cartouche Mauser de 7,92 cm avait une vitesse initiale de 755 mètres par seconde et pouvait percer les casques d'acier américains à 800 mètres de distance.
Chaque tambour de munitions contenait 250 cartouches, mais Schmitt l'avait modifié. Grâce à un arrangement spécial de munitions traçantes, il pouvait suivre la trajectoire de ses balles et corriger immédiatement. Cette technique n'avait pas été officiellement enseignée. Schmitt l'avait développée au cours d'années d'expérience au combat. La dimension psychologique du combat de Schmitt était aussi remarquable que la dimension technique. Il n'a pas seulement utilisé son arme, mais aussi sa voix comme une arme. En anglais, il a crié aux soldats américains « Vos mères vous attendent en Amérique, rentrez chez vous ». Ces exclamations provenaient de différentes positions, renforçant l'impression de défenseurs multiples et démoralisant les assaillants. Le soldat de première classe Tommy Kowalski de Chicago a écrit plus tard « Ce soldat allemand connaissait notre langue mieux que nous. Il nous parlait comme s'il nous connaissait. C'était sinistre. » Les connaissances de Schmitt en anglais provenaient d'une source inhabituelle. Enfant, il avait appris l'anglais auprès d'un missionnaire américain qui travaillait dans son village bavarois. Le révérend John Mitchell de l'Iowa n'avait jamais imaginé que ses cours d'anglais aideraient un soldat allemand à démoraliser les troupes américaines. Après la guerre, Mitchell a appris l'histoire de Schmitt et a écrit « Dieu œuvre de manière mystérieuse. Je lui ai enseigné la langue de la paix, mais il l'a utilisée pour la guerre. » La position que Schmitt défendait était un chef-d'œuvre d'architecture de campagne. Les manuels de campagne allemands enseignaient la construction de nids de mitrailleuses selon des plans standardisés. Mais Schmitt avait passé des années sur le front de l'Est, où les positions standards signifiaient la mort. Il avait développé un système qu'il appelait la toile d'araignée, des positions multiples, reliées par des tunnels, qui lui permettaient d'être partout et nulle part. Les ingénieurs américains, qui ont examiné la position après la bataille, ont trouvé un système de défense qui ne figurait dans aucun manuel. La construction du tunnel avait coûté 3 semaines à Schmitt. Avec des outils improvisés et l'aide de ses camarades, désormais tombés au combat, il avait creusé un réseau souterrain qui reliait 5 positions de tir différentes. Chaque position était disposée de manière à ne pas être visible depuis les autres. Les grenades, qui frappaient une position, ne pouvaient pas endommager les autres. Le système était si bien conçu que les ingénieurs militaires américains l'ont plus tard décrit comme un exemple de manuel d'architecture de défense. Le camouflage de ces positions montrait la compréhension de Schmitt des méthodes de reconnaissance américaines. Il avait observé comment les troupes américaines recherchaient les nids de mitrailleuses et avait conçu ses positions en conséquence. Pas de ligne droite, pas de champ de tir évident, pas de remblai traître. Au lieu de cela, il utilisait les formes naturelles du terrain et camouflait ses positions avec la végétation de l'environnement immédiat. Le capitaine Morrison a noté « C'était comme si la terre elle-même nous tirait dessus ». La famille de Schmitt n'avait aucune idée de son sort. Maria Schmitt attendait à Munich, avec ses 2 enfants, Klaus et Gretchen. Sa dernière lettre de Heinrich avait 3 semaines. Elle savait seulement qu'il combattait quelque part sur le front occidental. Pendant que Heinrich se battait pour sa vie sur la colline 314, Maria lisait à ses enfants ces lettres. Heinrich avait écrit « Je ne me bats pas pour la politique ou l'idéologie, je me bats pour vous. Chaque jour où je tiens cette ligne est un jour de plus où vous êtes en sécurité. » Les soldats américains qui ont affronté Schmitt n'étaient pas des novices. La 84e division d'infanterie se battait sans interruption depuis le jour J. Ils avaient surmonté les positions allemandes en Normandie, en France et sur le Rhin. Leur tactique était éprouvée, leur équipement moderne, leur morale élevée. Le capitaine Morrison avait déjà pris 3 positions de mitrailleuses allemandes au cours des 2 dernières semaines. Mais la colline 314 était différente. Ici, ils ont rencontré un adversaire qui a enfreint toutes les règles.
Le soldat de première classe, Johnny Martinez du Nouveau-Mexique, avait déjà vu une vingtaine de nids de mitrailleuses allemands. Ils avaient tous le même schéma, s'est-il rappelé plus tard. 3 à 5 hommes, position fixe, tactique prévisible. Mais ce type sur la colline 314 était comme un fantôme. Il tirait d'ici, puis de là, puis de nulle part. Nous nous battions contre un homme qui se comportait comme une unité entière. La logistique des munitions pour la défense de Schmitt relevait d'un miracle d'improvisation. Il ne disposait que de 1000 cartouches pour une bataille qui, en théorie, en aurait nécessité 10 000. Mais il compensait le manque de quantité par une qualité absolue. Chaque tir était calculé, chaque salve avait un objectif tactique précis. Il ne tirait pas pour tuer, il tirait pour démoraliser. L'impact psychologique de ces salves chirurgicales était plus important que le nombre de cibles atteintes. Les Américains pensaient se battre contre une réserve de munitions illimitée. La situation des blessés américains était compliquée par les tactiques de Schmitt. À chaque fois que les brancardiers tentaient de récupérer les blessés, il ouvrait le feu avec une précision diabolique. Mais il ne visait jamais les brancardiers eux-mêmes. Cette distinction était volontaire. Schmitt respectait la Croix-Rouge. Même au cœur du combat, le caporal Dave Sullivan, un brancardier de Boston, a noté « Il nous laissait récupérer les blessés, mais il nous faisait comprendre qu'il nous observait. C'était à la fois terrifiant et respectueux. » Les renforts allemands, arrivés sur place, étaient des vétérans de la 12e Volksgrenadier Division. Ces hommes avaient combattu sur le front de l'Est, face à l'Union soviétique, et connaissaient la résistance extrême. Mais même eux furent surpris par ce qu'ils trouvèrent sur la colline 314. Le soldat de première classe, Hans Weber, sans lien de parenté avec le major Weber, originaire de Dresde, déclara plus tard « Nous pensions devoir reprendre une position conquise. Au lieu de cela, nous avons trouvé un homme qui, à lui seul, tenait en échec toute une compagnie ennemie. Nous n'avions jamais vu ça, même à Stalingrad. » L'analyse des tactiques de Schmitt, après la guerre, influença la doctrine militaire américaine pendant des décennies. L'US Army War College de Carlisle étudia ses méthodes et intégra ses innovations à ses programmes. Les concepts de défense mobile, de domination psychologique et d'intégration du terrain devinrent des éléments standards des manuels de tactique américains. Ironiquement, l'armée américaine apprit à ses officiers comment penser comme un sergent allemand. La supériorité technique de la MG-42, la tronçonneuse d'Hitler, fut étudiée de près, après la guerre, par des ingénieurs américains. La M60, la mitrailleuse américaine de l'après-guerre, utilisait de nombreux éléments de conception du système allemand, les canons à changement rapide, le système à gaz et même les mécanismes de détente montraient l'influence allemande. D'une certaine manière, les soldats américains en Corée et au Vietnam se battaient avec des armes inspirées par la MG-42 de Heinrich Schmitt. Le major Klaus Weber, qui dirigeait les renforts allemands, rédigea un rapport détaillé pour le haut commandement, après la bataille. Ce rapport survécut à la guerre et fut découvert par des historiens américains en 1960. Weber écrivit « Le sergent Schmitt a démontré qu'un seul soldat, correctement formé et motivé, peut avoir une importance stratégique. Sa performance dépasse tout ce qui est décrit comme possible dans nos manuels, recommande l'analyse immédiate de ces méthodes pour les planifications de défense futures. » Les blessés américains de la colline 314 furent transportés dans un hôpital de campagne à Iserlohn. Là, le docteur Margaret O'Brien, l'une des rares femmes à occuper des postes de première ligne, soigna leurs blessures. Elle nota « Ces hommes avaient vécu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Normalement, les soldats blessés parlaient de l'ennemi avec colère ou peur. Ces hommes parlaient avec respect. Ils n'avaient pas été vaincus par une armée.
Ils avaient été vaincus par un seul homme exceptionnel. Les services de renseignement des deux camps analysèrent la bataille en profondeur. Le G2, renseignement américain de la première armée, classifia la performance de Schmitt comme une anomalie tactique d'importance stratégique. Le service de renseignement allemand, Abwehrdienst, la considéra comme une preuve de la supériorité de la formation allemande et des vertus du soldat. Les deux camps tirèrent des leçons différentes du même événement. Une preuve de la complexité de la vérité militaire. L'équipement personnel d'Heinrich Schmitt, le jour de la bataille, fut donné par sa famille, après sa mort, au Bundeswehrmuseum de Dresde. Outre la célèbre MG42, la tronçonneuse d'Hitler, on trouva un carnet contenant des croquis tactiques, une photo de sa famille et une lettre de sa femme, datée de 3 jours avant la bataille. Émilie avait écrit « Mon très cher Heinrich, Julien demandait hier, quand papa reviendrait à la maison, je ne savais pas quoi répondre, reviens vite auprès de nous, t'as Émilie qui t'aime. » Les relevés météorologiques du 23 avril 1945 indiquent des conditions parfaites pour la défense de Schmitt, ciel dégagé. Vent faible de nord-ouest, visibilité de plus de 10 km. Ces conditions lui permirent d'exploiter pleinement le potentiel de sa MG42, la tronçonneuse d'Hitler. Par mauvais temps ou en cas de visibilité réduite, sa tactique aurait été impossible. L'histoire est parfois décidée par des facteurs imprévisibles. Le 23 avril 1945, tous les facteurs étaient parfaits pour un sergent bavarois avec une mitrailleuse allemande. Les implications stratégiques des 3 heures de Schmitt sur la colline 314 s'étendirent bien au-delà de la bataille locale. Le retardement de l'avancée américaine permit à des unités allemandes plus à l'est de se replier vers de meilleures positions. Des centaines de soldats allemands survécurent parce que Schmitt tint leur flanc 3 heures de plus qu'il ne semblait militairement possible. En ce sens, un homme, un après-midi d'avril, et sauva des centaines de vies de ses camarades. Si ces histoires d'honneur des soldats allemands sont importantes pour vous, si la préservation de cette histoire complexe de courage et d'humanité vous tient à cœur, alors soutenez YouTube's Super Thanks. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives militaires, d'interviewer les derniers témoins, avant que leur voix ne s'éteigne pour toujours. Ces histoires méritent d'être racontées. Non pas pour glorifier la guerre, mais pour honorer l'esprit humain dans ses heures les plus sombres, la formation qui permit à Schmitt d'accomplir cet exploit extraordinaire commença dès 1940 à l'école d'infanterie de Döberitz. Là, des sous-officiers prussiens enseignaient une philosophie qui allait au-delà de la simple technique des armes. Un soldat allemand ne pense pas seulement avec ses mains, disait le sergent Johann Krause, le premier instructeur de Schmitt. Il pense avec le terrain, avec la météo, avec la psychologie de l'ennemi. Cette formation ne créait pas seulement des soldats, elle créait des artistes tactiques. L'entraînement à la MG42, la tronçonneuse d'Hitler dans la Wehrmacht, était réputé intense. Les recrues devaient être capables de démonter et de remonter l'arme dans l'obscurité totale. Ils apprirent à contrôler la cadence de tir par la pression sur la détente, à utiliser différents types de munitions pour des situations spécifiques, et à employer le son caractéristique de l'arme pour la guerre psychologique. Schmitt faisait partie des 5% les plus doués de sa classe, une performance qui lui valut le respect de ses supérieurs et le privilège d'une formation tactique approfondie. Le front de l'Est avait enseigné à Schmitt des choses qu'aucun manuel ne contenait. À Stalingrad, il avait vu des tireurs d'élite soviétiques éliminer des positions de MG allemandes. Près de Koursk, il avait été témoin de la percée des lignes de défense allemandes par des chars russes grâce à une puissance de feu supérieure. Ces expériences lui avaient appris que la survie exigeait l'improvisation et une adaptation constante,
Sur la colline 314, il appliquait des leçons qu'il avait apprises avec le sang de ses camarades. La préparation psychologique des soldats allemands différait fondamentalement de celle de leurs adversaires. Alors que les troupes américaines misaient sur le travail d'équipe et la puissance de feu, la Wehrmacht enseignait l'initiative individuelle et la force mentale. Les sergents allemands apprenaient qu'ils pourraient avoir à se battre seuls, une prophétie qui se réalisa sur la colline 314. La capacité de Schmitt à se battre pendant 3 heures sans contact humain était le résultat d'années de conditionnement mental. L'équipement de communication dont disposait Schmitt était typique des unités allemandes en avril 1945, pratiquement inexistant. Sa radio avait été détruite par des tirs d'artillerie 3 jours auparavant. Il n'avait aucun moyen de demander des renforts ou de signaler sa position. Cet isolement le força à une autonomie complète, une situation pour laquelle les soldats allemands étaient spécifiquement formés. Un soldat allemand est une armée à lui seul, disait un dicton de la Wehrmacht. Schmitt prouva la vérité de ces mots. Le moral des troupes allemandes en avril 1945 était un phénomène complexe. Alors que de nombreuses unités étaient démoralisées, des vétérans comme Schmitt se battaient avec un désespoir qui les rendait plus dangereux que jamais. Ils ne se battaient plus pour la victoire, ils se battaient pour gagner du temps. Chaque heure qu'ils retardaient l'avancée alliée était une heure de plus pour les civils allemands pour fuir devant l'armée soviétique. Cette motivation conférait à des soldats comme Schmitt une force émotionnelle qui compensait leur infériorité militaire. La première armée américaine, sous le commandement du général Hodge, avait un calendrier serré le 23 avril 1945. La guerre touchait à sa fin, et les Américains voulaient conquérir le plus de territoire allemand possible avant l'arrivée des Soviétiques. Tout retard coûtait des positions stratégiques. Les 3 heures de Schmitt sur la colline 314 perturbèrent ce calendrier d'une manière qui dépassait de loin son importance. Local, un seul soldat avait influencé les plans de toute une armée. Le traitement des prisonniers de guerre allemands par la 84e division d'infanterie était supérieurement humain. Le capitaine Dubois avait des ordres stricts de respecter la Convention de Genève. Lorsque Schmitt fut finalement capturé, vivant, mais gravement blessé, il reçut des soins médicaux immédiats. Un infirmier américain nommé Louis Moreau, ironiquement d'origine franco-américaine, soigna les blessures de Schmitt et nota « Cet homme s'est battu pendant 3 heures contre toute une compagnie. Il méritait notre respect. » Le retour à la vie civile fut extrêmement difficile pour des vétérans comme Schmitt. Après 5 années de combats ininterrompus, ils se retrouvèrent dans un monde qui ne pouvait pas comprendre leurs expériences. Après la guerre, Schmitt travailla comme menuisier à Munich, un homme calme, précis, qui ne parlait jamais de ses expériences de guerre. Ses voisins ignoraient que l'homme sympathique qui réparait leurs fenêtres avait autrefois arrêté une compagnie américaine. La documentation de l'exploit de Schmitt fut une coïncidence de l'histoire. Le capitaine Dubois était un homme cultivé qui devint plus tard professeur. Ses rapports de combat détaillés survécurent dans les archives américaines. Le major Weber était un officier prussien à l'ancienne qui tenait des registres pédants. Ces rapports allemands survécurent dans les archives soviétiques et devinrent accessibles après la réunification. Sans ces 2 hommes, l'histoire de Schmitt aurait été perdue. Les principes tactiques que Schmitt démontra sur la colline 314 sont aujourd'hui enseignés dans les académies militaires modernes. Le concept de défense à 360 degrés par des positions mobiles. L'utilisation du terrain pour la multiplication de la force et la guerre psychologique sont des éléments standards de la tactique moderne. Les manuels de l'OTAN contiennent des schémas directement dérivés du système improvisé de toile d'araignée de Schmitt. La production de MG42 de la firme Grossfuss à Döbeln était elle-même un miracle de l'ingénierie allemande. Malgré les bombardements alliés et le manque de matériaux,
l'usine produisait quotidiennement 50 MG42 jusqu'en avril 1945. Chaque arme était ajustée et testée à la main, un contrôle de qualité qui reflétait la précision allemande. La MG42 que Schmitt utilisa portait le numéro de série 416. U-127 et avait été fabriqué le 15 mars 1945, seulement 39 jours avant la bataille de la colline 314. La couverture internationale des événements de guerre inhabituels était strictement censurée en 1945. L'histoire de Schmitt ne fut connue que des années plus tard, lorsque les vétérans commencèrent à documenter leurs expériences. La première mention publique apparut en 1953 dans un magazine américain de vétérans sous le titre « Le fantôme de la colline 314 ». Cette histoire inspira d'autres recherches et mena finalement à la reconstitution complète des événements. L'analyse médicale de la performance de Schmitt révèle des aspects remarquables de l'endurance humaine. 3 heures de combat intense sous un stress extrême auraient épuisé la plupart des gens physiquement et mentalement. Les médecins du sport moderne estiment que Schmitt a consommé plus de 3000 calories pendant ces 3 heures, l'équivalent d'un marathon. Sa capacité à rester précise et tactique pendant ce temps démontre une maîtrise mentale exceptionnelle. Les associations d'anciens combattants des deux camps ont honoré la mémoire de Schmitt de différentes manières. L'association de la 84e division d'infanterie a nommé un prix annuel d'excellence tactique en son honneur. L'association allemande des anciens combattants a érigé une petite plaque commémorative sur la colline 314, qui existe encore aujourd'hui. L'inscription se lit simplement « Heinrich Schmitt, sergent, 23 avril 1945 ». Un soldat qui a fait son devoir. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans l'histoire de Heinrich Schmitt? Était-ce sa maîtrise technique, son génie tactique ou son courage inébranlable? Beaucoup de spectateurs ont partagé des histoires de famille absolument incroyables. Des grands-pères qui ont vécu des situations similaires, des lettres retrouvées dans des greniers, des journaux de guerre qui ont traversé des générations. N'hésitez pas à partager vos histoires de famille qui se rapportent à cette époque dans les commentaires ci-dessous. Chaque commentaire est un fragment d'histoire que nous préservons ensemble. Ces récits complexes d'une excellence humaine méritent de nous survivre à tous. Il est essentiel que ces mémoires perdurent pour les générations futures et que l'on se souvienne toujours de la complexité et de l'absurdité de la guerre. Alors, racontez-nous, quels souvenirs ont été transmis dans votre famille? Concernant cette période sombre de l'histoire, partagez vos anecdotes, vos découvertes, vos réflexions. Ensemble, nous pouvons créer une archive vivante de ces moments cruciaux.